Il était autrefois un milliardaire respecté, possédant tout ce que l'on pouvait désirer, jusqu'au jour où un scandale balaya tout. Ruiné seul, il en était venu à vouloir en finir là, sur les voies de la SNCF, en périphérie de Paris. Il pensait que personne ne le remarquerait. Mais une petite fille couverte de poussière et tenant un seau rempli de fleurs sauvages croisa son regard et prononça une phrase qui allait changer sa vie à jamais. Avant de poursuivre cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de nous dire dans les commentaires d'où vous regardez. Nous aimons le savoir. Marc Guillaume était agenouillé entre les rails d'acier froid. Son costume autrefois taillé sur mesure était sale déchiré par des jours d'errance sans but. Ses mains tremblaient sur ses genoux. Il était épuisé, affamé, perdu. Quelques jours plus tôt seulement, il faisait partie des hommes les plus riches de France. Un magnat de la finance dont le nom ouvrait toutes les portes. À présent, il n'était plus rien. Après un immense scandale de fraude financière impliquant son directeur financier, tout s'était effondré comme un château de cartes. L'État avait gelé ses avoirs. Les chaînes d'information diffusaient sans relâche son visage en le qualifiant d'escroc, de menteur, d'imposteur. Ses anciens amis avaient coupé tout contact. Il n'avait parlé à personne depuis des jours. Tandis qu'il attendait le train, il sentit les rails vibrer sous lui. Le grondement devint plus fort, plus proche. C'était presque l'heure. Il se sentait vide. Aucun avenir à imaginer, aucune force pour lutter. Tout ce qu'il voulait désormais, c'était le silence, la faim. Puis au milieu du vacarme, grandissant du train, approchant, un son inattendu perça le brouillard de son esprit. Une voix d'enfant, aiguë claire, elle fendit le chaos intérieur. « Ne faites pas ça, monsieur !» cria-t-elle. Marc tourna légèrement la tête, juste assez pour voir d'où venait la voix. Sur le bas-côté, près d'une bande d'herbes folles et de fleurs des champs, se tenait une fillette. Sa robe était froissée, ses jambes couvertes de terre, et elle tenait dans une main un petit seau en plastique rempli de fleurs qu'elle venait manifestement de cueillir. Ses grands yeux fixaient Marc, emplis de quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, une véritable inquiétude. Pendant une seconde, il resta immobile, figé par la confusion. Que faisait une enfant ici? Comment n'avait-elle pu s'approcher aussi près des rails? Le train arrivait de plus en plus fort, mais il ne pouvait détourner les yeux d'elle. Elle fit un pas en avant, serrant toujours son seau, le regard fixé sur lui. Marc ne bougea pas. Le monde autour de lui sembla ralentir. Le vacarme devint assourdissant. Les rails tremblaient sous ses genoux, mais son regard resta rivé sur la fillette. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui, haletante, comme si elle avait couru. Sans hésiter, elle dit quelque chose qui le frappa plus fort que n'importe quel titre de presse ou verdict de tribunal. Ma maman disait que même quand on se sent invisible, quelqu'un quelque part a encore besoin de notre lumière. Sa voix était douce, mais ses mots clairs et précis. Ils frappèrent Marc en plein cœur. Il ne comprenait pas pourquoi, mais ces mots s'accrochèrent à lui, comme un crochet le tirant en arrière du bord du vide. Il la regarda de nouveau, vraiment cette fois. Elle n'avait pas peur. Elle ne le jugeait pas. Elle était simplement là, vivante, disant ce que personne n'avait eu la bonté de lui dire depuis sa chute. Il baissa les yeux vers les rails. Le train était à quelques secondes, mais la voix de la fillette résonnait encore dans son esprit. Quelqu'un quelque part a encore besoin de ta lumière. Cela n'avait aucun sens pour lui. Quelle lumière? Il avait tout perdu, argent, pouvoir, statut, ami. Il n'y avait plus rien en lui qui puisse briller. Pourtant, la conviction dans la voix de l'enfant sema un doute infime mais réel. Était-il possible que quelqu'un quelque part ait encore besoin de lui? Pas de son argent, ni de son influence, mais de quelque chose d'autre. Il n'en savait rien. Mais au plus profond de lui enfouie, sous la honte et le désespoir, une minuscule partie hésita à aller jusqu'au bout. Cette hésitation grandit rapidement.
Ses muscles se tendirent, ses mains pressèrent le gravier. Le klaxon du train hurla. Il n'avait plus qu'une seconde. Dans un geste brusque, Marc se jeta en arrière, roulant sur le côté. Son cœur battait à tout rompre, tandis que le TGV passa à toute vitesse à quelques centimètres de lui. Le bruit était terrifiant, le vent violent, mais il était vivant. Il se redressa haletant, observant le train filer puis la fillette. Elle était toujours là, tenant son seau, le regard fixé sur lui. Marc ne trouva rien à dire. Il regarda ses mains, son costume, ruiner la saleté sur sa peau. Il était en lambeaux, et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, il sentit quelque chose d'autre que le vide. C'était peut-être le choc, peut-être autre chose. Marc regarda encore la fillette et réussit à lui adresser un léger signe de tête. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'il avait. Elle lui répondit par un petit sourire, comme si elle comprenait ce qui venait de se passer, comme si elle était fière de lui. Lentement, Marc se releva. Ses jambes tremblaient, son corps lui faisait mal après la chute. Mais il tenait debout. Il jeta un regard à la fillette, puis au rail où il s'était agenouillé quelques instants plus tôt. Le train était passé. Le moment était fini, mais lui, il était encore là, vivant, respirant. Ce simple fait lui paraissait étrange. Il ne s'attendait pas à être encore ici. Il était venu pour tout terminer. Pourtant, en une seule seconde, avec une voix d'enfant et quelques mots simples, le cours de sa vie venait de changer. Rien n'était réparé. Le scandale, la perte, les relations brisées étaient toujours là. Mais quelque chose s'était déplacé en lui. Peut-être une chose minuscule, mais suffisante. Assez pour le faire reculer d'un pas des rails. Assez pour lui donner envie de se demander ce qui pouvait venir après, même s'il n'en avait aucune idée. Il chercha la fillette du regard, mais elle s'était déjà éloignée, retournant vers le champ de fleurs sauvages. Le petit seau qu'elle tenait rebondissait doucement à chaque pas. Marc la regarda quelques secondes avant de se tourner dans la direction opposée. Il ne savait pas où aller, mais il ne pouvait plus rester là. Il se mit à marcher lentement, chaque pas lui paraissant lourd, mais plus réel que le précédent. Ses pensées étaient confuses. Les mots de la fillette résonnaient encore en lui. Quelqu'un quelque part a encore besoin de ta lumière. Il ne savait pas si c'était vrai. Il ne savait même pas quelle lumière il lui restait. Mais cette idée lui donna envie de le découvrir. Cette simple phrase avait accompli ce qu'aucune thérapie, aucun article de presse, aucun plaidoyer devant un tribunal n'avait pu faire. Elle avait touché quelque chose de profond en lui. Tandis qu'il s'éloignait des voies, laissant derrière lui le grondement du train Marc Guillaume, autrefois un milliardaire puissant, désormais un homme sans rien, commença quelque chose de nouveau. Il n'appela pas cela de l'espoir. Pas une seconde chance, mais c'était quelque chose. Et c'était assez pour continuer à marcher. Marc essayait encore de comprendre ce qui venait de se passer quand la petite fille se présenta. Elle s'appelait Lily. Sa voix était claire, assurée, sans la moindre crainte, comme si parler à des étrangers lui semblait normal. Elle expliqua qu'elle cueillait des fleurs sauvages pour en faire de petits bouquets qu'elle vendait au marché du quartier plus tard dans l'après-midi. Elle n'en faisait pas une plainte. Elle le disait simplement, comme on parle d'une habitude. Elle précisa qu'elle vivait chez une femme, Madame Thibault, qui s'occupait d'enfants sans famille. Lily le disait calmement, mais ses mots portaient un poids plus grand que son âge. Marc remarqua à quel point elle était mince, ses chaussures usées et son seau à moitié vide. En l'écoutant, il sentit à nouveau cette étrange impression, comme si cet enfant n'était pas apparu dans sa vie par hasard. Elle était trop posée, trop consciente, trop directe. Et pour une raison qu'il ne comprenait pas encore, elle semblait en savoir plus sur lui qu'elle ne le devrait. Quand Marc lui demanda où étaient ses parents, Lily baissa les yeux vers ses mains. Elle expliqua que sa mère était décédée il n'y avait pas longtemps et qu'elle lui manquait chaque jour. Elle ne pleura pas. Sa voix ne trembla pas.
Elle parlait comme quelqu'un qui avait accepté la douleur parce qu'il n'avait pas eu le choix. Quelque chose se serra dans la poitrine de Marc. Il ne savait pas quoi répondre. Il aurait voulu dire une parole réconfortante, mais il ne savait plus comment consoler, pas même lui-même. Alors, sans réfléchir, il fouilla dans sa poche et sortit les derniers billets qu'il lui restait de quoi manger ou dormir une nuit. Il les lui tendit, lui disant que c'était pour la remercier de son aide, même si elle ne savait pas à quel point elle l'avait sauvée. Lily regarda l'argent, puis secoua la tête et repoussa une partie vers lui. Elle lui dit qu'il en avait sûrement plus besoin qu'elle. Personne ne lui avait jamais refusé d'argent auparavant. Ce simple geste disait tout. Ils continuèrent à parler, et à chaque phrase, Marc sentait grandir la certitude que cette fillette avait une importance particulière. Pas d'une manière mystique, mais réelle, indéniable. Son honnêteté, sa force, même sa tristesse, lui semblaient étrangement familières. Il ne savait pas pourquoi, mais il n'avait aucune envie de la laisser seule, quand elle dit qu'elle devait encore rentrer. À pied de Marc proposa aussitôt de l'accompagner, juste pour s'assurer qu'elle rentre sans danger. Elle hésita d'abord non pas par peur, mais pour ne pas le déranger. Quand il insista, elle accepta finalement. Le chemin n'était pas long, mais suffisant pour que Marc découvre le monde où elle vivait. De petites maisons abîmées, des routes en terre du linge, séchant aux fenêtres des gens, faisant de leur mieux avec presque rien. C'était une vie à l'opposé des costumes, sur mesure des jets privés et des conférences de luxe qu'il avait connues. Et pourtant, tout cela lui paraissait plus vrai que tout ce qu'il avait vécu depuis des années. Lorsqu'ils arrivèrent devant la maison, Marc s'arrêta près de la clôture et la regarda attentivement. L'endroit était ancien, mais propre. Le jardin parsemé de quelques touffes d'herbe contenait des jouets usés et un banc en bois qui avait manifestement été réparé plusieurs fois. Ce n'était pas une belle demeure, mais elle respirait le soin et la chaleur humaine. Lily lui expliqua que Madame Thibault faisait tout ce qu'elle pouvait pour les enfants. Elle cuisinait, nettoyait, trouvait 1000 façons de gagner un peu d'argent et veillait à ce que chacun ait des vêtements et des fournitures scolaires quand c'était possible. Marc n'avait jamais vraiment réfléchi à ce genre de vie. Il avait déjà fait des dons à des associations, certes, mais toujours de manière lointaine, détachée. À présent, il faisait face les yeux dans les yeux à la réalité même de ce qu'il avait prétendu soutenir autrefois. Et il ne pouvait pas détourner le regard. Ces gens vivaient avec presque rien, mais ils conservaient leur dignité, alors que lui, qui avait tout eu, avait failli mourir de désespoir. La comparaison le frappa violemment. Elle le fit se sentir petit mais aussi éveillé. Tandis que Lily parlait encore de la maison et des autres enfants, elle mentionna sa mère. Elle s'appelait Isabelle. Au début, Marc ne réagit pas. Puis la fillette ajouta qu'avant de tomber malade, sa mère travaillait il y a longtemps pour un homme très riche à Paris. Elle le dit d'un ton simple, sans savoir que l'homme en question se tenait juste devant elle. Le nom d'Isabelle remua quelque chose dans la mémoire de Marc, quelque chose d'enfoui, sous des années de réunions de contrats et de voyages. Il essaya de se souvenir de toutes les assistantes secrétaires, agents d'entretien et employés qui avaient travaillé pour lui. Puis, lentement, le nom se raccrocha à une image. Isabelle. Une femme aux cheveux bruns, à la voix douce, au sourire bienveillant. Elle avait travaillé dans l'un de ses bureaux à l'époque où il construisait encore son empire. Elle le remerciait toujours poliment chaque fois qu'il passait près de son poste. Ce souvenir insignifiant, autrefois, prenait soudain un sens immense. Marc sentit quelque chose se déplacer en lui une fois encore. Ce n'était pas seulement parce que cette fillette lui avait sauvé la vie, ni parce qu'elle était courageuse, intelligente et bien plus forte qu'elle n'aurait dû l'être. C'était parce que sa mère avait travaillé pour lui, qu'elle avait appartenu à son monde et qu'il ne l'avait jamais vraiment vue. Il ne connaissait pas son histoire. Il ignorait qu'elle avait eu une fille. Il ne savait rien de la façon dont sa vie s'était terminée. Et maintenant, il se tenait là devant l'enfant qu'elle avait laissé derrière elle, ruiné, brisé.
Et pour la première fois depuis des années, pleinement conscient de tout ce qu'il avait négligé. Le souvenir d'Isabelle se fit plus précis, accompagné d'une vague de culpabilité et de responsabilité. Il regarda Lily, qui déposait ses fleurs dans un petit bocal près de la porte, et quelque chose en lui sembla se mettre en place. Ce n'était pas une coïncidence. C'était le commencement de quelque chose qu'il ne comprenait pas encore, mais il savait une chose, il ne pouvait pas s'en détourner. Marc entra dans la petite maison, essayant d'absorber chaque détail. Les murs étaient décorés simplement des dessins d'enfants, des bricolages en papier coloré, et quelques vieilles photos dans des cadres écaillés. L'une d'elles attira son regard. Une femme y souriait tendrement, un bébé dans les bras. En la fixant, il sentit une étrange émotion remonter. Il s'approcha et la reconnaissance le frappa en plein cœur. La femme sur la photo, c'était Isabelle. Il se souvenait à présent. Des années plus tôt, elle avait travaillé dans sa société. Elle n'occupait pas un poste important sans doute au service administratif ou au nettoyage, il ne savait plus exactement. Mais ce dont il se souvenait clairement maintenant, c'est qu'ils avaient partagé quelques moments ensemble. Pas une histoire d'amour, ni même une véritable relation, mais une parenthèse. Quelques soirées tranquilles, des conversations plus profondes que d'habitude, et une nuit qu'il avait choisi d'oublier. Tout lui revint d'un seul coup. L'enfant sur la photo, c'était Lily. Tentant de maîtriser ses pensées, Marc se tourna vers Madame Thibault. Elle pliait du linge dans la pièce voisine, au milieu de l'agitation paisible d'une maison pleine d'enfants. Il hésita avant de parler, puis demanda doucement si Lily savait quelque chose au sujet de son père. Madame Thibault le regarda longuement avant de répondre. Sa voix était calme, mais prudente. Sa mère n'a jamais dit son nom, expliqua-t-elle. Elle a seulement confié à Lily qu'il était quelqu'un d'important et qu'elle tenait ses yeux de lui. Marc déglutit difficilement. Son esprit s'emballa. Ce détail le heurta profondément. Il savait à quoi ressemblaient ses propres yeux, on lui en avait souvent parlé, clair perçant, d'un gris bleuté, reconnaissable entre mille. Lentement, il tourna la tête vers Lily assise à une petite table dessinant avec quelques crayons usés. Elle leva les yeux et lui sourit. Il la fixa plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu. Il y avait dans son visage quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Plus il la regardait, plus il en était certain. Ce n'était pas seulement ses yeux, c'était aussi la forme de sa bouche, l'angle de son menton, même la façon dont elle tenait son crayon, posant la main exactement comme lui quand enfant qu'il dessinait. Ce n'étaient pas des gestes qu'on pouvait imiter ou inventer. C'étaient des détails réels précis qui sautaient aux yeux. Il tourna de nouveau la tête vers la photo puis vers Lily. Était-il possible que ce soit vrai? L'idée l'effrayait. Il avait touché le fond prêt à mourir, persuadé qu'il n'avait plus aucune raison d'exister, plus personne pour l'aimer, ni à aimer. Et le voilà debout, dans une petite maison de la périphérie parisienne, peut-être face à sa propre fille. Cela paraissait irréel, mais il ne pouvait nier ce qu'il voyait et ressentait. Quelque chose bougeait en lui. Cette pensée lui faisait peur, mais elle rallumait aussi une flamme, qu'il croyait éteinte, depuis longtemps un sens, une raison d'être. Tandis que Lily continuait à dessiner, elle leva les yeux vers lui et lui fit un signe de la main avant de replonger dans ses couleurs. Elle se comportait avec lui comme s'il était quelqu'un d'important, comme si elle lui faisait déjà confiance alors qu'ils venaient à peine de se rencontrer. Marc ne comprenait pas. Il n'avait rien fait pour mériter sa gentillesse ou son respect. Et pourtant, elle les lui offrait sans condition. Peut-être que les enfants étaient ainsi. Ou peut-être qu'elle pressentait quelque chose qu'il ne saisissait pas encore. Quoi qu'il en soit, la manière dont elle le regardait lui donna envie de devenir meilleur. Pas pour le monde, ni pour son image, mais pour elle. Il n'avait rien prévu de tout cela. Il ne voulait rien d'autre au départ que mettre fin à sa douleur.
Mais désormais, une autre forme de douleur naissait en lui, celle d'imaginer qu'il avait peut-être une fille qui ne le connaissait pas, une enfant ayant grandi dans la perte, et les difficultés sans jamais savoir qui était son père. Le pire, c'était de penser à toutes ces années perdues. Si c'était vrai, il en avait déjà gaspillé tant. Marc sortit dans le petit jardin pour respirer. Ses pensées étaient trop lourdes. Isabelle lui revint en mémoire plus nette cette fois. Elle avait toujours été discrète, mais d'une grande douceur. Elle riait même à ses blagues les plus mauvaises. Et elle paraissait toujours fatiguée, sans doute, parce qu'elle cumulait 2 emplois. Il se rappela qu'elle lui avait confié n'avoir aucune famille proche. Il ne se souvenait pas qu'elle lui ait jamais demandé de l'aide. Peut-être savait-elle quel genre d'homme il était alors égoïste, trop occupé, trop distrait pour voir la détresse des autres. Maintenant que tout avait disparu, il comprenait enfin le prix de ses choix. Il avait manqué son appel à l'aide. Il avait ignoré sa situation. Et aujourd'hui, il découvrait peut-être qu'il avait une fille qui n'avait jamais connu son père simplement parce qu'il n'avait pas pris le temps de regarder. Ce poids lui écrasa le cœur. Il savait qu'il ne pouvait pas changer le passé. Mais peut-être pouvait-il encore faire quelque chose. Il devait savoir la vérité. Il devait en avoir le cœur net. Si Lily était sa fille, alors tout prenait un sens nouveau. Il retourna dans la maison et s'assit près d'elle. Elle lui montra son dessin, un champ de fleurs sous un grand soleil. Elle pointa du doigt un petit bonhomme et dit que c'était lui. Marc sourit bien que son cœur fût lourd. Il lui demanda ce qu'elle voulait devenir plus tard. Elle répondit sans hésiter qu'elle voulait aider les gens, peut-être être maîtresse d'école infirmière, ou quelqu'un qui rend les autres heureux. Sa réponse lui serra la gorge. Elle ne savait pas à quel point elle aidait déjà quelqu'un simplement en étant elle-même. Tandis qu'il parlait, Marc prit une décision silencieuse. Il découvrirait la vérité. Il consulterait les dossiers, poserait les bonnes questions, ferait un test ADN s'il le fallait. Mais surtout, il ne disparaîtrait plus de sa vie. Pas maintenant. Elle lui avait sauvé la vie sans même le savoir. Si elle était vraiment sa fille, il ferait tout pour devenir le père qu'elle méritait, même si c'était tard, même si c'était difficile. Marc ne parvenait pas à chasser le tourbillon de pensées dans sa tête. Après tout ce qu'il venait d'apprendre, il avait besoin de réponses. Il voulait tout savoir sur Isabelle, qui elle était, ce qu'elle avait vécu, pourquoi elle lui avait caché l'existence de Lily. Le lendemain matin, il commença à fouiller les registres publics avec son téléphone et le vieil ordinateur portable que Madame Thibault lui avait prêté. Des heures passèrent à rechercher des fichiers, des bases de données, des archives d'employés. Puis enfin, il découvrit un détail essentiel. Isabelle n'avait pas seulement travaillé dans la société. Elle avait été l'assistante directe de David Clerc, son ancien directeur financier, le même homme qui était aujourd'hui, au cœur du scandale, ayant détruit la vie de Marc. Cette découverte le rendit malade. Il n'arrivait pas à croire que le lien avait été là sous ses yeux depuis le début. Isabelle avait été proche de David Clerc. Elle devait forcément savoir quelque chose, peut-être trop. Et si elle avait choisi de garder le silence, c'est qu'elle avait une raison. Marc se sentit plus déterminé que jamais à découvrir la vérité sur ce qui s'était réellement passé avant qu'elle ne disparaisse de son entreprise et de sa vie. En fouillant dans de vieilles boîtes empilées dans un coin de la chambre que Lily partageait avec d'autres enfants, il trouva un petit carnet en cuir usé. Sur la couverture intérieure, le prénom Isabelle était décrit d'une écriture à moitié effacée. Il demanda à Lily d'où il venait, et elle répondit que c'était le journal de sa mère. Elle le gardait précieusement, car c'était l'une des seules choses qui lui restaient d'elle. Avec précaution, Marc ouvrit le carnet et commença à lire les pages couvertes d'une écriture fine et penchée. Au début, ce n'étaient que des notes anodines, des souvenirs, des émotions, des réflexions sur la vie quotidienne. Mais en tournant les pages, il tomba sur des passages qui changeaient tout. Isabelle y parlait de son travail et de David Clerc. Elle mentionnait des transactions financières étranges, des mouvements d'argent incohérents.
D'abord, elle avait cru se tromper. Mais plus elle vérifiait, plus elle était convaincue que Claire détournait des fonds de l'entreprise. Il y avait des dates, des montants, même des noms de faux fournisseurs. Isabelle avait découvert la fraude des années avant tout le monde, mais elle n'avait rien signalé. Elle avait eu trop peur. L'une des dernières pages expliquait pourquoi elle avait choisi le silence. Isabelle avait appris qu'elle était enceinte. Elle écrivait qu'elle ne savait plus à qui faire confiance. Elle parlait de Marc sans le nommer, mais il était évident qu'il s'agissait de lui. Elle disait se sentir seule et perdue. Elle craignait que si Claire découvrait qu'elle fouillait dans ses comptes tout en apprenant sa grossesse, il puisse faire quelque chose de terrible. Cette peur l'avait poussée à quitter son poste et à disparaître discrètement. Elle n'avait demandé d'aide à personne. Elle n'avait pas cherché à dénoncer quoi que ce soit. Elle s'était simplement effacée. En lisant ces mots, Marc sentit une douleur profonde lui traverser la poitrine. Il avait été tellement absorbé par son monde, par le succès, par ses habitudes, qu'il n'avait même pas remarqué sa disparition. Et maintenant, des années plus tard, il réalisait le prix de ce silence pour elle, pour Lily, pour lui et pour la vérité. Il referma lentement le carnet et resta assis longtemps immobile, le tenant dans ses mains comme s'il s'agissait d'un objet fragile. La vérité était désormais claire. Lily était sa fille. Il n'y avait plus de doute. Tout concordait, le calendrier, les souvenirs, les pages du journal, le regard de Lily. Tout s'emboîtait parfaitement. Il avait une fille. Cette idée le submergea, mais elle fut immédiatement suivie d'un sentiment plus fort, encore la nécessité de la protéger. Ce qu'il tenait dans ses mains n'était pas qu'un journal rempli de secrets, c'était la clé de tout. Isabelle avait sans le savoir laissé derrière elle la première preuve écrite de la fraude de Claire rédigée de sa propre main. Si Marc parvenait à organiser ces informations et à les relier aux découvertes récentes, cela pourrait être le tournant qui laverait enfin son nom. Mais pour la première fois, sa priorité n'était plus sa réputation. C'était Lily. Tout le reste passait après. Elle avait vécu toute sa vie sans père et il n'allait plus jamais l'abandonner. Quelles qu'en soient les conséquences, il la protégerait de tout ce qui restait de la trahison de Clerc. Il se mit à trier les pages, à photographier les passages importants, à noter les dates clés. Il ne savait pas si ces preuves suffiraient devant la justice ou les autorités, mais c'était un début. Il pourrait comparer les transactions notées par Isabelle avec les fichiers de l'entreprise s'il parvenait à y accéder. Plus important encore, le journal démontrait qu'Isabelle avait remarqué la fraude bien avant qu'elle n'éclate publiquement. Et sa peur consignée noir sur blanc prouvait qu'elle n'en avait jamais fait partie. Elle avait tout quitté, renoncé à sa stabilité pour protéger son enfant. Rien que cela changeait radicalement l'image qu'il gardait d'elle. Autrefois, il l'avait considérée comme un souvenir fugace, un simple épisode de sa vie. À présent, il la voyait pour ce qu'elle était, une femme incroyablement courageuse, prête à sacrifier sa sécurité et son confort parce qu'elle ne savait pas à qui se fier. Il aurait voulu qu'elle ait confiance en lui. Mais il savait qu'elle avait toutes les raisons du monde de ne pas le faire. Il ne lui avait jamais donné de preuve qu'il serait là. Aujourd'hui, il voulait être là pour leur fille. Cette décision n'était plus discutable. L'homme qu'il avait été, celui qui avait tout perdu et avait failli renoncer à la vie, n'existait plus. À sa place se tenait un homme avec un but, un père. Il n'avait pas toutes ses réponses et ignorait ce que l'avenir lui réservait. Mais il savait une chose avec une certitude absolue. Il ne quitterait plus jamais Lily. Elle ne connaissait pas encore toute la vérité. Elle ne savait pas qui il était vraiment. Mais il le lui dirait quand le moment serait venu. Pour l'instant, elle avait besoin de sécurité et lui devait continuer à creuser, à relier les fils de la trahison de Clerc jusqu'à ce que tout soit révélé. Peut-être, juste peut-être, pourrait-il reconstruire son nom. Pas pour la gloire, ni pour le pouvoir,
mais pour offrir à sa fille une vie meilleure. En regardant par la fenêtre Lily jouer dans le jardin, Mark sentit encore quelque chose bouger en lui. Ce n'était pas encore de l'espoir, mais c'en était proche. Et cette fois, il n'allait pas le laisser lui échapper. Lily revint en courant vers lui avec une excitation qu'il ne lui avait encore jamais vue. Dans ses mains, elle tenait une petite boîte en bois ancienne, mais soigneusement entretenue. Elle expliqua que sa mère lui avait toujours dit qu'un jour, elle devrait l'ouvrir. Mais seulement lorsqu'elle se sentirait prête ou lorsqu'elle trouverait quelqu'un en qui elle pourrait avoir confiance. Jusqu'à présent, elle ne l'avait jamais ouverte, pas une seule fois. Elle posa la boîte sur la table et éleva vers Mark un regard sérieux, comme si ce moment avait plus d'importance qu'elle ne pouvait le mesurer. Mark ressentit un étrange mélange de curiosité et d'appréhension. Il ignorait ce qu'elle contenait, mais la manière dont Lily en parlait lui faisait pressentir que cela avait un lien avec tout ce qu'il cherchait. Lentement, la fillette souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvait une lettre pliée et une petite clé USB enveloppée dans un morceau de tissu comme si quelqu'un avait voulu la protéger. Lily dit qu'elle ne savait pas ce que tout cela signifiait, mais qu'elle sentait qu'il était temps de le découvrir. Mark déplia la lettre avec précaution, craignant que le papier ne se déchire. L'écriture d'Isabelle claire et régulière couvrait toute la page. La lettre commençait par un message à Lily. Si elle la lisait, c'est qu'elle était désormais assez grande et assez forte pour connaître la vérité. Puis le ton changeait. Cela devenait une confession non pas de culpabilité, mais de ce qu'Isabelle avait porté en silence. Elle expliquait que David Clare volait de l'argent depuis des années, le transférant sur de faux comptes en utilisant le nom de Mark pour masquer ses traces. Elle écrivait avoir découvert ses mouvements par hasard et en avoir conservé des copies sur la clé USB. Elle confiait avoir eu trop peur pour parler. Clerc était puissant au sein du groupe, et elle ne savait pas qui il couvrait. Elle ajoutait qu'en apprenant sa grossesse, tout était devenu encore plus difficile. Protéger son enfant était devenu plus important que révéler la vérité. En lisant ces lignes, les mains de Mark tremblaient. La lettre poursuivait Isabelle. Espérait qu'un jour Mark découvrirait la vérité, même si elle doutait qu'il puisse comprendre ce qui s'était réellement passé. Elle s'excusait d'être partie sans un mot et d'avoir gardé le secret sur le père de Lily. Mais elle voulait que sa fille grandisse en sécurité, loin du danger qu'elle redoutait. Elle terminait en écrivant qu'elle faisait confiance à Lily pour remettre un jour la clé USB à quelqu'un de bien, quelqu'un qui saurait quoi en faire. Mark resta longtemps, à fixer la feuille. Chaque phrase semblait à la fois lui enlever un poids et lui en ajouter un autre. La culpabilité de n'avoir rien su les années passées, aveugle face aux agissements de Claire, et la prise de conscience qu'Isabelle avait tenté de le protéger tout en protégeant leur enfant, tout cela le frappa plus fort que n'importe quelle défaite passée. Il ne savait pas s'il devait se sentir reconnaissant ou honteux. Il prit la clé USB, petite simple semblable à celle utilisée autrefois dans ses bureaux. Mais pour lui, elle représentait désormais la clé de tout ce qu'il avait perdu. Si les fichiers étaient encore là, il pouvait prouver qu'il n'avait jamais pris part à la fraude. Cette idée fit naître en lui un sentiment qu'il n'avait plus connu depuis longtemps, un mélange d'espoir et de peur. Il savait que Claire ne tomberait pas sans se défendre. Si ces données étaient exploitables, elle le condamnerait lui et sans doute d'autres complices. Mais ce n'était plus une question de vengeance. C'était une question de vérité. Isabelle n'avait pas fui parce qu'elle était coupable. Elle avait fui pour protéger ce qui comptait le plus à ses yeux, Lily. Et désormais, Mark comprenait que cette responsabilité lui appartenait aussi. Ce qu'il tenait entre ses mains n'était pas seulement une preuve, c'était tout ce qu'Isabelle avait voulu sauver. Pour la première fois depuis des années, Mark pleura sans retenue. Il ne pleurait pas sur ce qu'il avait perdu, mais sur ce qu'il avait failli manquer. Isabelle avait cru en un homme meilleur que celui qu'il avait été.
Elle avait espéré qu'un jour, il retrouverait le bon chemin. Il pensa à Lily, à la manière dont elle l'avait sauvé sur les voies ferrées, sans savoir qui il était, à la confiance qu'elle lui témoignait, sans raison, à la force qu'elle tenait de sa mère sans en avoir conscience. Mark essuya ses larmes et regarda de nouveau la clé USB. Ce n'était pas seulement une preuve, c'était une seconde chance. Pas seulement pour laver son nom, mais pour reconstruire quelque chose de vrai, quelque chose qu'il aurait dû choisir bien plus tôt. Il sentit la responsabilité s'ancrer en lui, non comme un fardeau, mais comme un but. Mark referma doucement la boîte en bois et la serra dans ses mains. Tout ce qu'elle contenait, l'écriture d'Isabelle, la clé, la vérité, était désormais entre ses mains. Et il savait qu'il ne pouvait ni l'ignorer, ni attendre. On venait de lui rendre deux choses qu'il n'espérait plus jamais retrouver. Un chemin vers l'avenir et quelqu'un à protéger. Mark regarda Lily qui l'observait en silence, attendant de savoir si elle avait bien fait. Il hocha la tête et elle lui adressa un sourire de soulagement. Il n'avait pas encore toutes les réponses, et la route qui l'attendait serait longue. Mais une chose était sûre. Quoi qu'il arrive, il ne fuirait plus, ne se cacherait plus, ne renoncerait plus, ni à la vérité, ni à la mémoire d'Isabelle, ni à Lily. Pour la première fois depuis l'effondrement de son monde, Mark savait ce qu'il devait faire. Il tenait désormais entre ses mains la chance de réparer pour elle. Il savait qu'il ne pouvait pas aller tout de suite à la police. Pas tant que David Clare rôdait encore. Claire avait du pouvoir, des relations, de l'argent. Peut-être même des alliés dans le système prêts à effacer des preuves. Si Mark remettait la clé USB trop tôt, il y avait de fortes chances qu'elle disparaisse avec la vérité. Il savait déjà à quel point Claire pouvait être dangereux. Alors au lieu de prendre ce risque, Mark fit un choix réfléchi. Il contacta Camille Rousseau, une journaliste d'investigation en qui il avait du confiance autrefois. Du temps où il dirigeait encore son groupe, elle écrivait des articles honnêtes, précis, sans jamais céder à la corruption ni aux pressions politiques. Il retrouva son numéro Laplat et lui proposa une rencontre confidentielle. D'abord méfiante, elle avait comme tous entendu les rumeurs. Le concernant, elle changea de ton lorsqu'il lui parla de la clé USB. Elle accepta de le voir le soir même. Mark ne parla à personne d'autre. Moins il y aurait de témoins, plus il serait en sécurité, lui et Lily. Ce soir-là, dans un petit bistrot de banlieue, Mark retrouva Camille. Il lui remit la clé USB. Elle avait apporté son ordinateur portable et commença aussitôt à examiner les fichiers. Ses yeux s'écarquillèrent des tableurs, des courriels, des rapports financiers, tout prouvait la fraude de Clerc. Elle leva la tête vers Mark. « C'est énorme », murmura-t-elle. Mais à peine avait-il commencé à discuter de la suite que Mark sentit une angoisse étrange l'envahir. Quelque chose clochait. Lorsqu'il rentra à la maison, Madame Thibault avait le visage inquiet. Elle expliqua qu'un homme avait été vu dans le quartier plus tôt posant des questions sur Lily. Mark sentit son cœur se serrer. Il demanda à quoi il ressemblait et la description correspondait au chauffeur de Claire, un homme qu'il avait croisé 1000 fois lorsqu'il dirigeait encore l'entreprise. Cela signifiait que Claire savait déjà où se trouvait Lily. Pire, il savait sans doute que Mark était avec elle. Les pires scénarios défilèrent dans son esprit. Claire ne cherchait pas seulement à effacer ses traces, il pouvait vouloir s'en prendre à Lily pour faire taire tout le monde. Le lendemain matin, Mark retrouva Camille pour établir un plan. Ils convinrent que la meilleure protection serait de rendre l'affaire publique au plus vite. Camille affirma qu'elle pouvait publier un premier article en ligne sous 48 heures. Elle avait déjà commencé à rédiger un brouillon à partir des documents de la clé USB, mais il devait agir vite. Mark, lui, ne pouvait se défaire de la sensation que Claire préparait déjà un coup. Il décida de garder Lily près de lui, de ne plus la quitter des yeux tant que la vérité ne serait pas révélée. Mais il était déjà trop tard. Lorsqu'il revint à la maison cet après-midi-là, Lily avait disparu. Madame Thibault pleurait. Elle expliqua qu'un homme en costume s'était présenté prétendant être un parent d'Isabelle.
Il disait avoir des documents officiels et être venu chercher Lily. Tout paraissait légitime. Ce n'est qu'en le voyant partir qu'elle comprit son erreur, c'était Clerc. Mark sentit la panique l'envahir. Ce n'était plus seulement une peur morale. Son corps entier tremblait, sa respiration se bloquait. Il cria, demanda où ils étaient allés, mais personne ne savait. Il appela Camille et lui expliqua hors d'haleine ce qui venait de se passer. Elle tenta de le calmer en vain. Il contacta toutes les personnes qu'il connaissait encore, cherchant un indice sur la cachette de Claire. Rien. Les minutes devinrent des heures. Ses pensées tournaient en boucle. Et si Claire lui faisait du mal? Et s'il l'utilisait comme moyen de pression? Mark frappa la table du poing et lança d'une voix tremblante. « Je ne perdrai pas ma fille. » Pas cette fois. Il avait déjà tout perdu, sa carrière, sa fortune, sa réputation. Il avait frôlé la mort. Et au moment même où il trouvait enfin une raison de vivre, Claire revenait pour lui arracher ce qu'il avait de plus précieux. Mais Mark n'était plus l'homme d'autrefois. Il n'était plus brisé. Il avait désormais une cause, et rien ne l'arrêterait. Camille promit d'utiliser tous ses réseaux pour diffuser la vérité le plus vite possible. Ils savaient tous deux que rendre l'affaire publique serait leur meilleure protection. Tant que Claire agissait dans l'ombre, il restait dangereux. Mais sous les projecteurs, il serait vulnérable. Camille travailla toute la nuit pendant que Mark suivait chaque piste disponible. Il contacta d'anciens employés proches de Clerc. Certains refusèrent de parler d'autres Europeurs. Mais l'un d'eux finit par lui donner une information cruciale. Claire possédait un chalet isolé à l'extérieur de la ville. Le chalet n'était pas enregistré à son nom, mais d'anciens employés murmuraient qu'il s'en servait pour des réunions privées. Mark n'hésita pas une seconde. Il attrapa ses clés de voiture, donna l'adresse à Camille et lui ordonna d'alerter la police, seulement si elle n'avait pas de ses nouvelles dans les 2 heures. Il ne pouvait plus attendre. Il avait déjà perdu trop de temps. Conduisant à toute allure sur les routes de campagne, il ne cessait de rejouer dans sa tête les mots d'Isabelle. Elle lui avait fait confiance, même sans le dire. Elle avait conservé les preuves, les avait laissées à Lily, en espérant qu'un jour elle parviendrait à quelqu'un qui s'en soucierait. Et aujourd'hui, il s'en souciait plus que de tout au monde. Il allait récupérer sa fille quoi qu'il en coûte. Il n'y avait pas d'autre issue possible. Cette fois, il ne faillirait pas. Pendant ce temps, Camille travaillait sans relâche toute la nuit, rédigeant l'article qui allait tout changer. Elle utilisa chaque pièce du dossier, les tableaux, les courriels, les relevés bancaires, démontrant comment David Clare avait détourné des millions d'euros en utilisant le nom de Mark. Elle inséra aussi des extraits du journal d'Isabelle, citant les passages où elle parlait de sa peur et de sa décision de quitter l'entreprise après avoir découvert qu'elle était enceinte. Camille ne se contenta pas d'exposer la fraude. Elle raconta aussi l'histoire humaine. Elle parla de Lily d'Isabelle qui l'avait protégée et de Mark qui venait tout juste d'apprendre la vérité. Elle expliqua enfin que Lily avait disparu dans des circonstances troublantes et que sa sécurité était menacée. Dès que l'article fut mis en ligne, il explosa. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, la nouvelle circula en quelques minutes, et les chaînes d'information relayèrent l'histoire dans la soirée. Partout, on reparlait du scandale, mais cette fois sous un jour nouveau. Et surtout la mention d'un enfant disparu attira immédiatement l'attention, la police ne pouvait plus ignorer la situation. Les autorités furent contraintes d'intervenir. Mark suivit la réaction en direct, mais il ne pouvait rester les bras croisés. L'article lui redonnait un peu d'espoir, l'aide arrivait enfin, mais il ignorait toujours où se trouvait sa fille. Puis un souvenir lui revint. Un détail presque insignifiant d'il y a des années. Claire avait évoqué une propriété isolée quelque part à la campagne où il se rendait pour fuir le bruit. À l'époque, Mark n'y avait pas prêté attention. Mais maintenant, tout prenait sens. C'était sa seule piste.
Il attrapa ses clés, avertit Camille de ce qu'il venait de se rappeler et prit la route. Le trajet lui parut interminable. Il se moquait des procédures, des autorisations ou des renforts. Si Lily était là, chaque seconde comptait. Il accéléra, ne s'arrêtant pour rien. La route devint de plus en plus étroite, bordée d'arbres et de chemins de terre. Puis enfin, au bout d'une allée, il aperçut un portail. Le lieu semblait privé, isolé, exactement le genre d'endroit que Clerc choisirait pour se cacher. Marc descendit de voiture. À peine eut-il avancé qu'un son le figea. Une voix d'enfant. La voix de Lily. Elle pleurait à l'intérieur, suppliant qu'on la laisse rentrer chez elle. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Il s'approcha prudemment d'une fenêtre et la vit assise sur une chaise, les poignets attachés à la hâte, les joues couvertes de larmes. Claire était debout devant elle, la voix glaciale. Il répétait sans cesse les mêmes questions. Où est la clé? Qui l'a? À qui en as-tu parlé? Lily sanglotait. Je ne sais pas. Je veux juste mon papa. Marc n'attendit pas une seconde de plus. Il donna un coup de pied dans la porte et se précipita à l'intérieur. Claire se retourna stupéfait avant d'hurler à ses gardes. Marc courut vers Lily, la détacha, la serra dans ses bras, mais avant qu'il ne puisse s'enfuir, 2 hommes lui tombèrent dessus. Ils le plaquèrent au sol et le frappèrent sans relâche. Des coups, des bottes, des poings. Lily criait, essayait de tirer l'un des hommes en arrière, mais elle n'avait pas la force. Marc peinait à respirer. Tout devint flou. La douleur prit toute la place. Il ne pouvait plus bouger. Il tenta seulement de garder les yeux ouverts pour s'assurer que sa fille était encore vivante. Claire se tenait au-dessus de lui furieux, le traitant de traître, l'accusant d'avoir tout détruit. Puis, au milieu du vacarme, un son déchira l'air des sirènes. Les gardes se figèrent. Claire regarda vers la porte, hésitant, paniquée. Les sirènes se rapprochaient. Les gyrophares bleus et rouges balayaient soudain les fenêtres. En quelques secondes, les voitures de gendarmerie encerclèrent le chalet. Les agents défoncèrent la porte, armes au poing. Des ordres criés, des bruits de pas, puis tout s'enchaîna très vite. Claire tenta de fuir, mais fut plaquée au sol et menottée. Ces hommes furent maîtrisés à leur tour. Les gendarmes se précipitèrent vers Marc et Lily. La fillette pleurait à chaudes larmes, répétant sans cesse. « C'est mon papa. Il est venu pour moi. » Les secours arrivèrent dans la foulée. Marc, épuisé, à moitié conscient, ne pouvait presque plus parler. Mais il savait l'essentiel. Lily était vivante, en sécurité. C'était tout ce qui comptait désormais. Le cauchemar prenait fin. Claire était enfin arrêtée. Au moment où les menottes claquèrent autour des poignets de Claire, Lily se dégagea doucement de l'officier qui tentait de la calmer et courut droit vers Marc. Elle tomba à genoux près de lui et le serra dans ses bras de toutes ses forces. Il grimaça de douleur mais réussit à lever un bras pour la serrer contre lui. Son visage était couvert d'ecchymoses et de sang, mais son regard resta ancré dans celui de sa fille. Lily répétait en sanglotant. « Tu es là, tu es vraiment venu. » Et Marc murmura, d'une voix rauque. « Je te l'ai promis, je ne te perdrai plus jamais. » Les secouristes insistèrent pour l'emmener vers l'ambulance, mais il refusait de la lâcher. Il fallut plusieurs minutes pour qu'il le convainque de bouger. On l'allongea sur une civière, mais il ne relâcha pas sa main. Lily resta à ses côtés tout le temps, refusant de s'éloigner. Les officiers confirmèrent que David Clare serait inculpé immédiatement et que les preuves issues de la clé USB avaient déjà été transmises au parquet. Camille avait accompli sa part et Marc la sienne. Mais, au-dessus de tout, il avait retrouvé sa fille. C'était la seule chose qui comptait. Le trajet vers l'hôpital se fit dans un silence presque sacré. Lily était assise à côté de lui, à l'arrière de l'ambulance, sa petite main serrant la sienne avec force.
Elle ne parlait pas beaucoup, elle se contentait de le regarder comme pour s'assurer qu'il ne disparaîtrait plus. Marc, épuisé et souffrant, ne ferma pas les yeux une seule fois. Il ne voulait pas manquer une seule seconde à ses côtés. Tout son corps lui faisait mal les côtes, les bras, les jambes, mais à l'intérieur, il se sentait enfin complet. Pendant si longtemps, il avait cru que sa vie était finie, qu'il n'avait plus rien. Mais maintenant, avec Lily à ses côtés, tout avait changé. Il n'était plus un homme brisé. Il était un père. Et il ne la laisserait plus jamais seule. Claire lui avait tout pris, mais il n'avait pas gagné. Marc avait protégé ce qui comptait le plus. Et tandis qu'il s'éloignait du lieu où tout avait failli s'achever, il comprit que ce n'était pas la fin, mais le commencement, quelque chose de neuf de vrai. Lily posa sa tête contre son bras. Il ferma enfin les yeux, permettant à son corps de se reposer. Elle était en sécurité. Ils étaient ensemble. Et c'était tout ce qui comptait. Dehors, David Clerc était emmené menotté, entouré de caméras qui crépitaient et de journalistes qui hurlaient des questions. Il ne dit pas un mot, tandis qu'on le poussait dans la voiture de police. Son visage était livide et il ne se retourna pas. Marc, encore meurtri, observait la scène silencieux. L'homme qui avait presque détruit sa vie répondait enfin de ses actes. C'était étrange, comme si un cauchemar s'achevait. L'arrestation de Claire n'était que le début. Les jours suivants, les enquêteurs passèrent au crible chaque fichier de la clé USB, ainsi que la lettre manuscrite d'Isabelle. Les flux d'argent détournés furent clairement retracés jusqu'à Claire. Les preuves étaient irréfutables. Camille remit à la police un rapport complet minutieusement documenté, pièces jointes, chronologie, témoignages. En quelques heures, le procureur lança les poursuites officielles. Marc ne cherchait pas la vengeance. Il voulait la vérité, simplement, et elle éclatait enfin au grand jour. Ce qui comptait désormais, ce n'était pas ce qu'il avait perdu, mais ce qu'il avait retrouvé. Debout aux côtés de Lily, il sentit quelque chose qu'il croyait disparu à jamais, la paix. L'affaire fit la une des journaux dans toute la France. Les médias corrigèrent leurs anciennes accusations. Les gros titres passèrent de la diffamation à des excuses publiques. On découvrit que Marc n'avait jamais été le coupable, mais la victime. Son nom jadis sali retrouva le respect. Certains le qualifièrent de courageux, d'autres de miraculé. Marc s'en moquait. L'opinion ne comptait plus. Seule Lily comptait. Le moment le plus fort arriva quelques semaines plus tard, lorsque le tribunal de Paris reconnut officiellement Marc comme le père légal de Lily. La salle d'audience était silencieuse quand le juge signa les papiers. Lily, assise à côté de lui tenait la main fermement. Quand la décision fut prononcée, elle tourna vers lui, des yeux pleins de larmes, et dit « Je savais que tu étais un héros, même quand personne n'y croyait. » Marc fut incapable de parler. Ces mots la transpercèrent plus profondément que n'importe quelle blessure. Il la prit dans ses bras et lui murmura qu'il ne la quitterait plus jamais. Le greffier lui remit les documents officiels, un papier qui ne prouvait pas seulement un lien juridique, mais un lien de cœur déjà scellé depuis longtemps. Une fois tout finalisé, Marc emmena Lily au cimetière du Père-Lachaise devant la tombe d'Isabelle. Le lieu était paisible, baigné d'un léger vent d'automne. Il resta longtemps sans parler. Puis, debout devant de la pierre, il promit à voix haute qu'il élèverait leur fille avec tout de l'amour et la dignité qu'Isabelle aurait voulu. Il la remercia pour son courage, pour sa confiance, pour avoir cru en lui, quand plus personne ne le faisait. Lily déposa un petit bouquet de fleurs sauvages sur la tombe. Ils restèrent encore quelques instants, puis s'éloignèrent lentement main dans la main. Marc ne se sentait plus brisé, ni honteux, ni perdu. Pour la première fois depuis l'effondrement de son empire, il se sentait entier. Pour la première fois depuis l'effondrement de son monde, Marc se sentit entier. Pas à cause du jugement du tribunal, ni du changement d'opinion des médias,
mais parce qu'il avait enfin quelque chose de vrai, une famille. Il avait Lily, et Lily avait lui. Tout le reste, même la fortune qu'il avait jadis bâtie avec acharnement, paraissait dérisoire face à ce qu'il avait gagné. Le passé ne pouvait être changé, mais l'avenir lui était enfin clair. Plutôt que de reconstruire son ancienne vie, Mark décida de créer quelque chose de nouveau. Il fonda une organisation, non pas pour rechercher la richesse ou la gloire, mais pour aider ceux qui, comme lui, avaient tout perdu. Il se souvenait trop bien de cette sensation d'abandon, d'être accusé à tort de se tenir au bord du gouffre. Il voulait devenir celui qui tendrait la main, celui qui offrirait une seconde chance, comme Lily l'avait fait pour lui. L'association proposerait une aide juridique, un soutien psychologique et des formations professionnelles à ceux qu'on avait injustement accusés, à ceux qui avaient commis des erreurs, ou simplement à ceux qui touchaient le fond. Il la nomma « Restaurer des vies ». La première fois qu'il prononça ce nom à voix haute, il sentit une force nouvelle grandir en lui. Ce n'était pas un simple titre, c'était une mission. Il forma une petite équipe, dont Camille Rousseau, qui accepta de diriger la communication et les programmes sociaux. Le premier bureau était modeste, mais débordant d'énergie et de sens. Mark n'avait plus besoin de gratte-ciel ni de luxe. Il avait besoin d'impact, et c'est exactement ce qu'il allait créer. Lily venait souvent après l'école. Elle s'installait à un petit bureau à côté du sien, dessinant ou lisant pendant qu'il travaillait. Parfois, elle posait des questions sur les gens que l'organisation aidait. Mark prenait toujours le temps de lui répondre. Il voulait qu'elle voie le bien qu'il faisait, qu'elle sente qu'elle faisait partie de ce qu'ils construisaient ensemble. Tous deux avaient bâti quelque chose de spécial, pas seulement l'un pour l'autre, mais aussi pour les autres. Leur histoire autrefois remplie de douleur et de peur servait désormais à donner de l'espoir. Mark savait qu'il n'était pas parfait. Il avait encore des jours sombres, des regrets qu'il ne pouvait effacer. Mais désormais, il portait en lui quelque chose de plus fort, un but qui dépassait sa propre vie. Lily le lui avait offert. Elle lui avait sauvé la vie, changé sa trajectoire et rappelé ce qui comptait vraiment. La voir grandir sourire, savoir qu'elle était en sécurité, lui apportait plus que n'importe quelle somme d'argent. Il ne manquait plus un seul moment avec elle. Chaque soir, ils dînaient ensemble. Chaque week-end, ils prenaient du temps, juste pour être une famille. Au fond, Mark n'avait pas seulement lavé son nom, il avait reconstruit sa vie. Il était passé du plus bas qu'un homme puisse atteindre à un endroit plein de sens et de liens humains. Et rien de tout cela ne venait de la richesse ou de la réussite. Cela venait de la vérité du courage et de l'amour. Il remerciait Isabelle. Il protégeait Lily. Et il avait désormais un monde de personnes à aider. Restaurer des vies grandit peu à peu soutenu par des gens qui croyaient aux secondes chances. Mark racontait souvent son histoire lors de conférences, non pour attirer l'attention, mais pour montrer qu'on peut toujours se relever, même du pire. Il parlait avec franchise, sans cacher son passé, car ce passé avait façonné l'homme qu'il était devenu. À chaque discours, Lily l'écoutait, au premier rang souriante et fière. Et à chaque regard échangé, Mark se souvenait de la promesse l'élever, avec amour et dignité, quoi qu'il arrive. Ce n'était plus une question de rédemption. C'était une question de vivre pleinement la vie qu'il avait failli perdre et de bien la vivre. Des mois passèrent depuis l'arrestation de David Clerk. La vie retrouva. En venue une forme de normalité. Mark s'investissait entièrement dans restaurer des vies et chaque journée lui apportait un sentiment de paix qu'il n'aurait jamais cru retrouver. Il passait du temps avec Lily, aidait les autres et parlait de plus en plus de la valeur d'une seconde chance. Mais au moment où tout semblait enfin stable, cette paix fut brisée. Tout commença par un message anonyme remis par un inconnu à la sortie du bureau. L'homme ne donna pas son nom, mais son avertissement était clair. Si vous voulez garder votre fille en sécurité, allez ce soir seul aux anciennes voies ferrées. Le sang de Mark se glaça. Cet endroit n'était pas choisi au hasard.
C'était le même lieu où autrefois il avait voulu en finir, le lieu où Lily l'avait sauvé. Et maintenant, quelqu'un s'en servait pour le menacer. Il n'hésita pas une seconde. Il contacta immédiatement la police judiciaire et les services de sécurité. Ils acceptèrent qu'il s'y rende, mais insistèrent pour placer des agents en surveillance discrète. Cette nuit-là, Marc retourna sur les rails. Le site envahi par les herbes, et le silence semblait presque inchangé. Tout paraissait figé dans le temps sauf lui. Il avança lentement, le cœur battant, scrutant chaque ombre, chaque bruit dans l'obscurité. Les agents étaient déjà en place, dissimulés dans l'obscurité, prêts à intervenir au moindre signe de danger. Marc avança lentement jusqu'au centre des rails. Au début, il ne distingua que des ombres. Puis une silhouette se détacha de la nuit. David Clerc. Contre toute attente, il s'était échappé de prison. Amaigri, hagard ses yeux, brûlant d'une colère presque fiévreuse. Dans sa main, il tenait une arme. Marc resta immobile. Il ne parla pas, ne tenta pas de fuir. Il laissa David parler. La voix de Claire tremblait de rage. « Tu m'as tout pris. Tu m'as détruit. Le monde t'a cru. Toi, pas moi. Tu as fait de moi un monstre. » Chaque mot résonnait entre les rails comme un écho de folie. Marc, malgré la peur, resta calme. « Ce qui t'est arrivé, David, tu l'as provoqué toi-même. Ce sont tes choix, pas les miens. » Mais Claire n'écoutait pas. Son esprit était noyé sous la haine. La tension monta étouffante. Marc pouvait le voir, il était sur le point de basculer. Puis soudain, une voix se fit entendre derrière lui. « Tonton, c'était Lily. » Elle courait vers eux, le visage pâle, les yeux pleins de larmes, mais la voix ferme. Tonton Maman disait que les gens blessés finissent par blesser les autres. Mais elle disait aussi que l'amour peut guérir. Tout le monde se figea. Claire se tourna lentement vers elle, désorientée. Lily avança pas à pas en pleurant, mais sans trembler. « Ne fais pas ça, s'il te plaît. Maman ne voudrait pas ça. Je sais que tu souffres, mais ce n'est pas comme ça qu'on répare la douleur. » Ces mots n'étaient pas dits par peur. Ils venaient d'un endroit plus profond d'une sincérité brute et désarmante. Quelque chose changea dans le regard de Clerc. Sa main se mit à trembler, le pistolet s'abaissa. Son visage se crispa non plus de rage, mais de remords. Peut-être de honte. Il regarda Lily puis Marc. Et pour la première fois, il ne dit plus rien. Son bras retomba le long de son corps. À cet instant, les agents surgirent de l'ombre. En quelques secondes, ils encerclèrent Claire, le désarmèrent, le plaquèrent au sol. Il ne résista pas. Pas un mot, pas un cri. Il se laissa emmener, vidé, le regard perdu dans le vide. Marc se précipita vers Lily et la serra contre lui tremblant. Il n'arrivait pas à comprendre comment elle avait réussi à le suivre jusqu'ici, ni comment elle avait trouvé la force de parler ainsi. Mais une fois encore, elle l'avait sauvé. Cette fois, elle ne l'avait pas sauvé de la mort, mais de la haine. Elle avait transformé une tragédie annoncée en moment de vérité. Marc la prit dans ses bras, la remerciant entre deux sanglots. « Tu as fait ce qu'aucun adulte n'aurait su faire. Tu as arrêté la haine, avec de la compassion. » Quand tout fut sous contrôle et que Claire fut reconduit sous escorte en détention fédérale, les agents félicitèrent Lily pour son courage exceptionnel. Ils lui dirent qu'elle avait désamorcé une situation qui aurait pu très mal tourner. Sur le trajet du retour, Marc ne lâcha pas sa main. Dans sa tête, les paroles de Lily se mêlaient à celles d'Isabelle. Les mots de la mère transmis par la fille avaient changé le destin de cette nuit. Il rappelait que même après la perte, même après la souffrance, il restait une place pour la guérison. Le dernier acte de Claire pour le détruire avait échoué non pas grâce à la force ni à la peur, mais grâce à la vérité et à l'amour. Marc comprit alors qu'il n'était plus l'homme qui croyait que le pouvoir faisait tout. Il était devenu un homme qui savait que la douceur et la sincérité pouvaient sauver.
Lily le lui avait appris. Isabelle en avait planté la graine, et leur fille en portait désormais la lumière. Lorsqu'ils rentrèrent à la maison, Lily lui demanda doucement « Papa, est-ce que tout ira bien maintenant ?» Marc la regarda ému. « Oui, ma chérie, parce qu'on est ensemble, et rien ni personne ne pourra nous séparer. » Il resta là un moment à la regarder, à penser à tout ce qu'ils avaient traversé, les rails, le tribunal, la peur, la rédemption. Tout les avait menés ici, pas seulement vers la sécurité, mais vers la force. Marc savait désormais que la paix ne signifiait pas l'absence de problèmes, mais le courage de les affronter entourés de ceux qui tiennent à vous. Il avait Lily. Il avait la mémoire d'Isabelle qui continuait de le guider. Et il avait restauré des vies qui donnaient un sens à tout. Avant de se coucher, il s'arrêta un instant sur le pas de la porte. Lily dormait paisiblement. Marc éteignit la lumière, un sourire silencieux aux lèvres. Pour la seconde fois, elle venait de le sauver, non pas avec la force, mais avec les mots, avec la foi, avec l'amour. Et maintenant même, après que le dernier fantôme de son passé eut tenté de ressurgir, Marc savait avec certitude que c'était sa seconde vie et qu'il ne la gâcherait jamais. Il se tenait avec Lily au bord des anciennes voies ferrées, à l'endroit même où tout avait commencé. La lumière de fin d'après-midi s'étirait sur le champ d'orans, les herbes sauvages, et les traverses de bois qui, elles, n'avaient presque pas changé. Mais Marc lui avait changé. Il observa lentement le paysage comme pour graver chaque détail. Puis il s'agenouilla près de Lily et dit doucement « C'est ici que j'ai failli tout abandonner. » Il marqua une pause, puis ajouta « Et c'est ici que je t'ai trouvé. » Sa voix ne tremblait pas, mais le poids de ses mots vibrait dans l'air. Lily ne répondit pas tout de suite. Elle passa simplement ses bras autour de lui et posa sa tête sur son épaule. Ils restèrent ainsi sans un mot, enveloppés par le vent et le silence. Il n'y avait rien d'autre à dire. Autrefois, cet endroit symbolisait la perte, la peur et la résignation. Aujourd'hui, il représentait la renaissance. Quand ils se séparèrent, Marc s'assit à côté d'elle et contempla le coucher du soleil. Le ciel se teintait lentement d'orange et de rose, et la lumière s'étendait comme une promesse. Dans cette quiétude, Marc comprit enfin que perdre tout avait été le commencement, pas la fin. Tout ce qu'il avait bâti avant l'entreprise, la fortune, la réussite, n'avait jamais comblé le vide en lui. Ce n'est qu'une fois dépouillé de tout qu'il avait compris ce qui comptait vraiment. Lily ne se souciait pas de ce qu'il avait été. Elle n'attendait pas de lui un homme puissant ou admiré. Elle voulait simplement quelqu'un de présent, quelqu'un qui l'aime, la protège et reste. Isabelle avait essayé de lui offrir cela seule. Et quand elle n'avait plus pu, Marc avait été appelé d'une façon presque mystérieuse à poursuivre ce qu'elle avait commencé. Ce n'était pas le destin, ni un miracle, c'était une responsabilité qu'il embrassait désormais pleinement. Il pensa à ce qu'il avait failli perdre la chance d'être père, la chance de reconstruire, la chance d'aimer vraiment. Ces rails jadis, symboles de fin, étaient devenus le point de départ du plus grand chapitre de sa vie. Non pas celui où il réussit, mais celui où il refusa de renoncer. Depuis ce jour, Marc avait tout fait pour être le père que Lily méritait. Il l'avait officiellement adoptée quelques semaines plus tôt. Le jugement résonnait encore dans sa tête. À partir de ce jour, elle est votre fille légale. Mais dans son cœur, elle l'était depuis bien plus longtemps. Désormais, elle l'appelait papa sans hésiter. Elle riait plus souvent. Sa chambre était pleine de ses livres préférés et de dessins accrochés au mur. Ils prenaient le petit déjeuner ensemble chaque matin, parfois dans le désordre, parfois paisiblement. Ils se chamaillaient pour les devoirs choisissants. Des meubles inventaient des rituels qui faisaient de leur maison un vrai foyer. Marc ne regrettait pas la richesse. Ni les voitures, ni les réunions, ni les projecteurs. Sa vie était plus simple, mais infiniment plus pleine. Chaque instant comptait. Chaque regard de Lily lui rappelait pourquoi il s'était battu pour revenir. Il ne cherchait plus le succès. Il cherchait le sens. Restaurer des vies avait grandi aussi.
Ce qui n'était au départ qu'un petit bureau et une poignée de volontaires était devenu une organisation respectée. Elle aidait ceux qu'on avait injustement accusés, ceux qui cherchaient à se reconstruire, ceux qui n'avaient plus personne. Marc donnait des conférences dans des écoles des associations des mairies. Il racontait son histoire non pour se glorifier, mais pour prouver qu'on peut renaître. Son nom n'était plus lié au scandale, mais à la résilience et à la guérison. Et rien de tout cela n'aurait existé sans Lily. C'est elle qui, ce jour-là, l'avait arrêté. C'est elle qui l'avait vu. C'est elle qui lui avait rappelé que quelqu'un avait encore besoin de lui-même quand il se croyait invisible. Chaque fois qu'il s'asseyait à son bureau chez Restaurer des vies, il se souvenait pourquoi il avait commencé. Pas pour se racheter, mais pour transmettre ce qu'on lui avait offert une seconde chance. Il la devait à Isabelle et à Lily. Ce n'était pas une mission pour sauver les autres, mais pour marcher à leur côté, jusqu'à ce qu'ils apprennent à se sauver eux-mêmes. Lily, elle s'épanouissait. Elle adorait l'école. Elle cueillait encore des fleurs sauvages, non plus pour les vendre, mais pour décorer leur maison. Des petits pots parsemaient les rebords de fenêtres pleins de tiges colorées. Un soir, elle dit à Marc Papa plus tard, « Je veux être thérapeute, comme toi, pour aider les gens comme maman le faisait. » Marc sourit. Il ne la pressait jamais, ne lui imposait rien. Il l'écoutait simplement fier et ému. Chaque matin, il la déposait à l'école. Chaque week-end, ils allaient au parc, regardant des films, cuisaient des dîners maladroits. Leur maison était vivante. Leur vie, enfin entière. Et sous la lumière du soleil couchant sur ces rails qui avaient failli le détruire, Marc comprit qu'il n'avait pas seulement retrouvé sa fille, il avait retrouvé le sens d'exister. Il n'aurait jamais imaginé que la vie puisse être aussi pleine sans richesse. Et pourtant, elle l'était plus qu'il ne l'aurait jamais cru possible. Ils n'avaient pas besoin de grand-chose. Ils n'avaient besoin que l'un de l'autre. La maison qu'ils partageaient n'était pas grande, mais elle débordait de rires, de discussions et de ces petits moments précieux qui rappelaient à Marc tout ce qu'il avait failli perdre. Quelques mois plus tard, ils retournèrent aux voies ferrées, simplement pour revoir l'endroit. Tout semblait pareil et pourtant tout était différent. Cette fois, il n'y avait plus ni tension, ni peur. Lily se tenait à côté de lui un peu plus grande, plus assurée. Ils regardèrent le ciel ensemble dans un silence paisible. Puis elle tourna la tête vers lui, sourit et dit doucement « Je suis contente que tu n'aies pas abandonné papa. » Sa voix était douce, mais ferme, emplie d'une vérité simple. Marc sentit les larmes lui monter aux yeux, et cette fois, il ne les retint pas. Il la regarda le cœur plein et répondit « C'est toi qui m'as tout donné, tout ce dont je ne savais même pas que j'avais besoin. » Elle le serra dans ses bras, et il la serra à son tour de toutes ses forces. Les rails n'étaient plus un lieu de fin. Ils étaient devenus un lieu de commencement, un rappel du jour où tout aurait pu s'arrêter, mais où la vie avait choisi de recommencer. Marc n'avait pas seulement survécu, il avait changé. Et maintenant, avec Lily à ses côtés, il vivait avec un but. Tout avait changé. Et à cet instant debout ensemble, sur le même sol, où tout avait commencé, ils comprirent tous deux qu'ils avaient enfin trouvé leur maison. Et voilà, notre histoire touche à sa fin. Merci du fond du cœur d'être resté jusqu'ici. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, quelle a été votre partie préférée ou la plus émotive. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire. À très bientôt.